Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble les nouveautés de la version 4 de Gulp. Alors je sais, j'ai quelques mois de retard sur cette vidéo, mais je n'avais tout simplement pas eu l'occasion d'utiliser Gulp jusqu'à maintenant. Et c'est que récemment que j'ai pu découvrir qu'il y avait un changement. Donc comme le changement de numéro majeur l'indique, cette version 4 va casser pas mal de choses. Donc si vous avez un projet qui fonctionne très bien avec Gulp 3, n'essayez pas simplement de mettre à jour Gulp en vous disant tout va fonctionner. Non, il y a des changements de structure assez importants et vous serez obligé d'écrire une partie de votre configuration. Donc cette petite aparté étant faite, je vous propose de découvrir son fonctionnement à travers un petit exemple simple. J'ai ici différentes images et j'ai envie de les redimensionner. Donc au niveau du fonctionnement basique, c'est assez classique. Je vais commencer par initialiser npm en faisant un coup de npm init-y et ensuite je vais installer Gulp. Donc vous pouvez l'installer globalement en installant globalement Gulp CLI ou vous pouvez vous passer de cette commande là si vous voulez l'utiliser localement. Moi personnellement je préfère l'utiliser que localement parce que parfois j'ai des projets avec des versions de Gulp complètement différentes. Donc je fais un coup de npm-d pour installer en dépendance de développement Gulp. Et je vais installer aussi gulp-image-resize. Et je n'oublie pas le petit i pour install. Ensuite, je vais créer un nouveau fichier qui sera mon fichier gulp file dans lequel je vais définir mes différentes recettes. Et c'est à partir de là que les changements vont avoir lieu. Donc je commence par inclure gulp. Et avant, si vous vous souvenez, ce que l'on faisait, c'est qu'on faisait un gulp.task et on créait notre tâche en lui donnant un nom. Et ensuite on avait une fonction. Donc cette manière de faire les choses est complètement dépréciée aujourd'hui. Maintenant, dans cette version 4, une simple fonction peut servir de tâche Gulp. Donc dans mon cas, je peux créer une fonction que j'appelle image, mais vous pouvez vraiment l'appeler comme vous voulez, et à l'intérieur de cette fonction, vous allez mettre le traitement que vous voulez faire. Vous n'avez plus besoin de faire un Gulp task. Donc moi je vais utiliser la fonction src et je vais utiliser la déstructuration pour importer juste ce dont j'ai besoin, à savoir src et destination. Donc je vais lui dire, je veux que tu récupères toutes les images qui se situent dans le dossier images et qui finissent par jpg. Ces images, je veux ensuite que tu les pipes, que tu les passes à travers une transformation qui sera la transformation gulp image resize. Donc je vais importer resizer. Bon, j'ai pas trop d'inspiration sur le nom, et j'importe donc la librairie gulp image resize. Ensuite, dans mon pipe, j'utilise resizer, et je vais lui préciser que je veux une largeur pour mes images de 100, je veux une hauteur de 100, je vais cropper les images, effectivement parce qu'elles ne sont pas forcément carrées, et je vais utiliser ImageMagick. Donc je mets ImageMagick à true. Enfin, je pipe le résultat, et je vais écrire dans le dossier de destination dist/image avec un S. Donc à l'intérieur des tâches ou de nos fonctions, si vous voulez, la logique reste vraiment similaire à ce que l'on avait avant. Donc vous n'avez pas forcément de changement à faire à ce niveau-là. Et comme d'habitude, on return. Donc pour qu'une fonction soit une tâche valide pour Gulp, il faut qu'elle retourne une promesse, un stream, un object emitter. Ça peut retourner tout un tas de choses. Si vous voulez savoir l'ensemble des choses qui sont supportées dans la documentation, c'est expliqué ici, dans le Creating Task. Voilà, vous pouvez renvoyer pas mal de choses, mais nous, par défaut, ici, on renvoie un stream, donc c'est largement suffisant. Maintenant, si vous voulez pouvoir appeler cette tâche avec la commande gulp, ce qu'il va vous falloir faire, c'est l'exporter. Donc je fais ici un module, .exports, et je vais exporter un objet qui contiendra une clé image qui sera égale à cette fonction, où je peux directement écrire les choses comme ça. Et c'est tout ce que l'on a à faire pour définir une tâche Gulp. Maintenant, au niveau de mon invite de commande, je peux faire un coup de npx pour lancer la version de Gulp locale. Je fais Gulp et la tâche. Elle s'appelle image avec un S. On reconnaît ici la petite apparence de notre tâche qui s'exécute et on voit bien qu'on a un dossier dist avec un dossier image et l'ensemble de nos images. Donc, principal changement à ce niveau-là, maintenant on n'a plus besoin d'utiliser task, il suffit simplement de créer une fonction. Alors par contre, ça pose un problème. Avant, on avait l'habitude de faire par exemple un gulp.task. On avait une tâche default qui exécutait d'autres tâches, clean et par exemple image derrière. Et automatiquement, gulp s'assurait que ces deux tâches s'exécutent avant d'exécuter la tâche default. Donc maintenant, comment on va pouvoir faire ça ?
on a deux nouvelles fonctions qui sont très intéressantes, qui sont les fonctions series et parallèles, qui permettent respectivement d'exécuter des tâches en série et en parallèle. Elles permettent de créer des tâches qui sont des compositions d'autres tâches. Alors on va d'abord créer une tâche qui va se charger de supprimer le dossier dist. Donc pour cela, je fais un coup de npm install et je vais installer la dépendance del. Je crée ensuite ma tâche. Donc ça sera une tâche que je vais appeler clean. Et elle retournera cette fois-ci une promesse, parce que del renvoie une promesse. Et je lui dis de supprimer le dossier dist. Maintenant, je peux exporter cette tâche-là. Donc je lui dis ici, exporte la tâche clean. Si je fais un npx gulp clean, ça se chargera automatiquement de nettoyer les choses. Par contre, effectivement, il faut que je require del, sinon on ne va pas aller bien loin. Si maintenant je veux avoir une tâche default qui exécute ces deux tâches l'une à la suite de l'autre, il me faut importer la fonction series et je peux lui dire tu vas avoir une tâche qui va s'appeler default et tu feras en série la tâche image, ou plutôt clean en premier, puis la tâche image. Donc la méthode series sur gulp va exécuter une tâche puis l'autre. Si j'essaie de réexécuter mon code, si je fais un coup de npx gulp sans rien, il va automatiquement exécuter la tâche défaut qui commence par nettoyer les précédentes images et qui ensuite exécute image. L'avantage, c'est qu'on peut aussi utiliser parallèle pour exécuter des tâches en parallèle. Imaginons, j'ai envie de convertir du SASS. Donc je fais un coup de npm install gulp-sas. Et je n'oublie pas de dire que ça c'est en dépendance de développement. Je crée alors une nouvelle tâche, fonction sas, et cette fonction, elle aura besoin de gulp sas, donc je fais un const, on va l'appeler gulp sas, égale require de gulp-sas. Voilà, histoire de ne pas avoir un truc qui empiète sur un autre. On va s'imaginer avoir un dossier que l'on va appeler CSS, et à l'intérieur, on aura notre style.scss. Donc je mets rapidement du CSS, on aura un background qui sera une couleur noire, et ensuite on précisera que dans notre body, on veut un background color qui correspond. Voilà. Dans mon gulp file, je peux lui dire il faut que tu prennes tout ce qui se situe dans le dossier CSS et qui finit par SCSS. Je pipe ensuite ça dans gulp sas, donc je ne gère pas les erreurs ou quoi que ce soit ici. Et ensuite, je pipe ça dans le dossier de destination et on mettra ça dans dist/css. Et je n'oublie pas de retourner le string. Donc l'avantage de cette déclaration de fonction, c'est que vous pouvez aussi avoir des tâches qui ne servent qu'en interne. Par exemple, on peut se dire sas, image et clean, elles n'ont pas d'intérêt vraiment. La seule chose qui est intéressante, c'est d'exporter la tâche default qui va tout faire. Donc je ne suis pas obligé d'exporter les fonctions dont je n'ai pas besoin. Par contre, on peut se dire que la partie image et la partie sas, il peut la faire en parallèle. Il n'est pas obligé d'attendre une des tâches avant de faire l'autre. Donc là, je peux avoir en paramètre une tâche où je peux aussi utiliser la composition. Donc je peux lui dire, je vais importer parallèle, et d'abord tu fais clean, et tu attends que clean est fini, et ensuite en parallèle, tu vas exécuter sas, et tu vas exécuter aussi image. Comme ça, il fera les opérations en parallèle. Et on pourrait s'imaginer avoir une tâche qui gère le JavaScript, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc rien qu'avec ces deux fonctions, series et parallèle, on va être en mesure vraiment de combiner les tâches et de les opérer de manière beaucoup plus efficace qu'avant. Avant, c'était assez compliqué de piloter l'ordre d'exécution des tâches. Donc si je relance un coup de npx gulp, ben là, il va convertir les choses. Et vous voyez, c'est assez rapide. Bon, pour le coup, mon CSS est effectivement un petit peu simple, mais j'ai bien en sorti mon CSS final. D'ailleurs, en parlant de CSS, si jamais vous avez besoin de gérer les source maps, avant il fallait utiliser un gulp source map, aujourd'hui c'est géré directement en interne. C'est-à-dire que dans les options de notre SRC, on va pouvoir préciser que l'on supporte les source maps. Donc si vous regardez dans la documentation, dans la partie options, vous descendez un petit peu, ou vous cherchez directement source map, et vous pouvez mettre source map à true. Donc là par exemple, je lui dis lorsque tu importes les fichiers SCSS, je veux que tu mettes en place le support des source maps. Ensuite, lorsque vous faites un coup de dest, vous pouvez lui indiquer que vous voulez exporter les source maps. Dans ce cas-là, vous mettez source maps aussi à true, comme ceci, ou vous pouvez mettre un dossier particulier.
Donc par exemple, si vous mettez un point, ça exportera les sources maps dans le même dossier que là où ont été exportées les sources. Si j'essaie de réexécuter les tâches, donc là je réexécute tout parce que je n'ai pas forcément exporté la tâche SAS spécifiquement, je vois bien que j'ai un dossier style.css, enfin un fichier style.css avec les sources maps à côté. Donc ça c'est très bien, on ne va pas forcément avoir besoin de choses supplémentaires. Autre chose intéressante, c'est le last run qui va vous permettre de ne pas exécuter trop souvent une même tâche. Donc ça va fonctionner de pair avec la partie watch. Donc imaginons, j'ai envie de détecter lorsqu'il y a de nouvelles images et à chaque fois qu'il y a une nouvelle image, de réexécuter les choses. Donc je vais créer une nouvelle fonction qui va s'appeler watch. Donc cette fonction, elle utilisera watch de gulp. Je vais l'importer tout en haut. Hop, watch. On va alors rencontrer effectivement un problème parce que watch, ça va pas fonctionner. Donc moi, je vais l'appeler watch task ou watcher, peu importe. Et quand je l'exporterai en tant que watch. C'est aussi l'avantage, vu que vous exportez un simple objet, vous pouvez faire les choses comme bon vous semble. À l'intérieur, j'utilise la fonction watch de gulp et je vais lui dire de regarder tous les fichiers qui se situent dans image et qui se terminent par l'extension JPEG. À chaque fois que tu trouves ces fichiers, je veux que tu exécutes directement la tâche image avec un S. Vous pouvez aussi ici utiliser les fonctions séries et parallèles si vous voulez exécuter plusieurs tâches en parallèle. Moi je vais en exécuter qu'une, donc c'est largement suffisant. Donc maintenant, si je fais un coup de npx gulp watch, il va lancer le watcher. Dès que je modifie une image, par exemple on va changer le nom de celle-là pour renommer, il relance les tâches. Le problème, c'est que vu notre définition de tâche, à chaque fois que l'on va renommer ou modifier quelque chose, il va lancer cette tâche-là qui va automatiquement tout redimensionner. Donc vous pouvez l'imaginer, si on avait des milliers d'images, ce serait pas forcément tip-top. Donc last run va vous permettre justement de connaître la date d'exécution de la dernière tâche et va pouvoir être utilisé dans les options pour éviter de relancer les choses inutilement. Donc dans votre tâche, vous pouvez ici mettre en second paramètre des options, un petit peu comme on l'avait fait pour les sources maps. Et dans le src, je vais lui dire, je veux que tu appelles ces transformations seulement sur les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière exécution de la tâche qui s'appelle image. Donc ça veut dire que je dois importer last run. Voilà, comme ça, il n'exécutera les choses que sur les nouvelles images. Donc je vais relancer un coup de watch, mais juste avant, je vais changer la définition de mon watcher. Ce que je vais faire, c'est que juste avant, je vais lui dire, il faut que tu nettoies d'abord le dossier et ensuite tu pourras lancer les watchers, histoire de toujours avoir un dossier propre quand on commence. De la même manière, quand vous utilisez la fonction watch, ici, vous pouvez lui demander, est-ce que vous voulez exécuter la tâche au début? Donc c'est le ignore initial, ça permet de dire si ça doit être lancé au moment de l'initialisation. Donc moi je vais lui dire, effectivement, je ne veux pas que tu ignores au démarrage. Donc attention, c'est le second paramètre si on regarde la signature de la fonction. Donc là, ça veut dire qu'en second paramètre, on mettra ignore initial à false. Si maintenant je relance un coup de npx gulp watch, on remarque qu'il a bien commencé par nettoyer. Il lance la tâche watcher qui lance initialement la tâche image, qui a mis pas mal de temps parce qu'il a redimensionné toutes les images. Maintenant, je n'en renomme qu'une et je l'appelle b.jpg. Et on le voit, ça s'est passé beaucoup plus rapidement parce qu'il n'a redimensionné ici que b.jpg, vu qu'il a trouvé que les autres tâches, il les avait déjà exécutées et que c'est inutile de les relancer. Donc ça fonctionne bien comme ça si vous avez des traitements un peu lourds avec beaucoup de fichiers. Par contre, attention, dans certaines situations, ça va pas forcément fonctionner aussi correctement. Par exemple, dans le cas de fichier CSS, il ne va regarder que la date de modification du fichier original. Donc si vous avez modifié un fichier qui est par exemple importé par le CSS original, parfois ça peut ne pas fonctionner. Donc prenez quand même garde à ça. Là, ça fonctionne très bien dans ma situation parce que chaque image correspond à une sortie. Et là, on a fait le tour des changements de cette version 4. Donc comme vous pouvez le voir, le gros avantage qu'a cette version 4, selon moi, c'est qu'elle simplifie grandement les choses avec un petit peu moins de terminologie liée à Gulp. En fait, on peut créer de simples fonctions, tant que ces fonctions retournent quelque chose qui est supporté par Gulp, ces fonctions peuvent être utilisées comme tâche Gulp. Et ça, c'est super intéressant, parce que ça permet aussi de plus simplement les composer et les morceler. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément précisé, mais dans la documentation, si vous allez dans Async Completion, on vous explique les différents formats qui sont supportés dans les fonctions. Donc nous, ici, on a utilisé des streams et des promesses, mais il y a aussi d'autres formats qui peuvent être utilisés comme type de retour.
On a d'ailleurs aussi, c'est très utile par exemple dans le cas où vous utiliseriez Webpack. Si jamais vous avez une fonction où vous avez un callback, ben vous pouvez prendre en paramètre un callback qu'il faudra appeler lorsque la fonction aura fini de s'exécuter. Donc ça fonctionne vraiment comme avant. Ensuite, les deux plus gros ajouts selon moi, c'est vraiment ces fonctions series et parallèles qui permettent de composer des tâches à partir d'autres tâches. Donc l'avantage, c'est qu'on peut vraiment contrôler ce que l'on veut faire et comment on veut le faire, par rapport à avant où c'était assez compliqué de déterminer dans quel ordre allaient s'exécuter les choses. Et enfin, ce qui est plutôt cool aussi, c'est qu'on peut choisir de n'exporter que le strict nécessaire et avoir des sortes de tâches privées qui ne sont utilisées qu'en interne afin de composer justement nos tâches finales. Donc si jamais vous avez un projet qui utilise Gulp 3, globalement les changements qu'il faudra faire, c'est renommer les Gulp Tasks et utiliser ce système de fonctions. Et si jamais vous utilisez le système de prérequis, dans ce cas-là, il faudra utiliser series ou parallèles suivant la situation. Donc ça veut dire effectivement de réécrire une partie de votre code. Mais ça vaut le coup vu que ça simplifie quand même pas mal les choses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.